posons le regard sur la grande pyramide de Gizeh et nous pensons la connaître. Depuis des milliers d'années, nous nous tenons devant ce monument de pierre, écoutant inlassablement la même histoire, une narration simple et rassurante. C'est l'histoire d'un pharaon tout-puissant qui ordonna à des dizaines de milliers d'esclaves, durant 20 ans d'un effort surhumain, d'ériger son tombeau éternel. C'est l'histoire qui figure dans les manuels scolaires, celle que les guides touristiques répètent sans relâche, la base sur laquelle des carrières d'égyptologues ont été bâties et sur laquelle la trajectoire de la civilisation égyptienne a été fondée. Mais cette histoire, si familière et acceptée, commence à être remise en question, une narration qui ne tient peut-être pas la route lorsqu'elle est confrontée à la froide et implacable mathématique. Oubliez la pioche de l'archéologue ou le papyrus jauni. Notre outil aujourd'hui sera l'intelligence artificielle Axiom, un système analytique capable de traiter des montagnes de données pour révéler ce qui est caché aux yeux des humains. Nous ne traiterons qu'avec des chiffres, de la physique et de la logique, en ignorant les suppositions. Notre enquête commence par une question. L'homme de l'âge du bronze aurait-il pu construire la grande pyramide? La réponse que nous trouverons va ébranler vos certitudes les plus profondes. En acceptant la version officielle comme point de départ, l'égyptologie nous dit que la pyramide de Khéops fut érigée en environ 20 ans. Elle est composée d'approximativement 2 300 000 blocs de pierre. Le poids total de la structure dépasse les 6 millions de tonnes. Chaque bloc pèse, en moyenne, 2,5 tonnes, mais il existe des géants de 70 et même 80 tonnes. La force de travail était fondamentalement une armée de paysans occupés dans leurs champs 9 mois par an. Ce n'est que durant les 3 mois de crue du Nil qu'ils pouvaient être convoqués pour les travaux de l'État. Cela semble logique sur le papier. Des milliers de personnes, de nombreuses années de travail. Mais la logique s'effondre lorsque nous regardons les chiffres. Le secret réside dans un simple calcul arithmétique. Nous avons inséré ces données officielles dans Axiom pour réaliser un test de résistance sur le modèle logistique. Le système devait répondre à une seule question. Quelle était la vitesse de travail réelle nécessaire pour terminer le projet dans les délais? Le résultat fut stupéfiant. Pour terminer la pyramide en 20 ans, en travaillant 24 heures sur 24, 365 jours par an, sans un seul jour de repos, les bâtisseurs auraient dû extraire, transporter, tailler et poser parfaitement un bloc toutes les 2 minutes et demie. Un bloc toutes les 150 secondes. Jour et nuit, été comme hiver, pendant 20 années consécutives. Oubliez les briques légères. Nous avons affaire à des roches colossales de plusieurs tonnes, qui devaient d'abord être coupées de la montagne, puis livrées à des kilomètres de distance et enfin hissées à une hauteur de près de 150 mètres. La vision conventionnelle nous présente ce scénario, mais explorons s'il s'aligne réellement avec ce que nous connaissons des lois de la physique. Divisons ce cycle impossible en commençant par l'extraction. La majeure partie de la pyramide est en calcaire prélevé sur place, sur le plateau de Gizeh. Mais pour les chambres internes et le sarcophage, c'est le granit super dur d'Aswan qui a été utilisé. Les carrières d'Aswan se trouvent à plus de 800 km au sud de Gizeh. Les outils que les Égyptiens possédaient étaient des ciseaux en cuivre primitif et des sphères de pierre. Le cuivre est un métal très mou, complètement inutile contre le granit. Nous avons demandé à Axiom de simuler le processus d'extraction d'un seul bloc de granit de 70 tonnes, en utilisant uniquement cette technologie. La simulation a montré que, pour arracher un bloc de cette taille, il faudrait des années de travail continu de milliers d'hommes. Et il existe des dizaines de blocs de ce type dans la pyramide. Tous devaient être extraits à l'intérieur de ce calendrier absurde. L'extraction de la pierre n'est que le début du cauchemar. Le véritable défi était de déplacer ces monstres. Comment transporter un monolithe de 70 tonnes d'Aswan à Gizeh? La version officielle dit « par bateau sur le Nil ». Mais quel bateau pourrait bien supporter ce poids? Nous parlons d'embarcations fragiles en roseaux et en bois, liées par des cordes. Axiom a analysé toutes les données connues sur la construction navale de l'Égypte antique. Le verdict d'Axiom est définitif. Il n'y a aucune preuve physique de navire capable de transporter des charges de plus de 30 tonnes. Le transport de ces géants par le Nil est un mythe sans aucune base dans les calculs d'ingénierie. Et qu'en est-il des millions de blocs de calcaire? On dit qu'ils ont utilisé des traîneaux en bois. Axiom a calculé l'impact environnemental de cela.
Pour créer suffisamment de traîneaux, il aurait fallu abattre toutes les forêts d'Égypte et du Liban, causant une catastrophe écologique sans précédent dont il n'y a aucune trace. Reste alors l'étape la plus impressionnante, la construction elle-même. Comment hisser les blocs? La théorie la plus populaire parle d'une rampe géante, mais les mathématiques, encore une fois, sont impitoyables. Pour maintenir un angle doux, une rampe droite jusqu'au sommet de la pyramide aurait plus d'1,5 km de longueur. Les calculs montrent que construire une telle rampe exigerait plus de matériaux et de travail que la pyramide elle-même. Et la question principale, où est passée cette structure colossale ensuite? S'est-elle évaporée? Des millions de tonnes de pierre ont simplement disparu sans laisser de traces. D'autres théories, comme la rampe en spirale, sont encore pires, car elles couvriraient les faces de la pyramide, rendant impossible le maintien de la précision géométrique que nous voyons aujourd'hui. Avec tant de questions en suspens, la narration conventionnelle sur la construction de la Grande Pyramide nous invite à explorer d'autres possibilités. Elle contredit les mathématiques, la physique, la logistique et le bon sens. Le grand œuvre n'aurait pas pu être réalisé par ceux à qui il est attribué. Et cela nous mène à la question la plus inquiétante de toutes. Si ce ne sont pas eux, alors qui était-ce? Et plus important encore, comment? Dans la première partie, nous avons mis en échec le mythe de la force brute avec une analyse de chiffres surprenants. Les mathématiques nous ont montré que l'histoire officielle, avec ses armées de travailleurs et ses outils primitifs, est un château de cartes qui s'effondre au premier souffle de la logique. La question de savoir qui a construit la pyramide demeure, mais la question encore plus profonde est « comment ?» Si l'énigme de la Grande Pyramide n'est pas une question de quantité de bras, c'est peut-être une question de qualité de l'esprit derrière le projet. Le centre de notre analyse passe maintenant du travail impossible à la précision impossible. Nous ouvrirons un sarcophage vide de momies, mais plein de quelque chose de bien plus précieux, l'intelligence de ses créateurs. Une intelligence qui pensait dans des catégories inaccessibles à l'homme de cette époque. Nous laissons l'effort brut pour entrer dans le domaine de l'esprit. Bienvenue dans la géométrie des dieux. Quand nous parlons de précision, nous ne faisons pas référence à une maçonnerie bien faite. Nous parlons d'ingénierie de précision à l'échelle planétaire, figée dans la roche. Commençons par la base. La pyramide de Khéops repose sur une fondation rocheuse de plus de 53 000 mètres carrés. C'est la surface de 10 terrains de football. Eh bien, cette fondation gigantesque a été nivelée avec un écart qui ne dépasse pas 2 cm. Visualiser cette tâche est un exercice d'humilité. Vous ne possédez pas de niveau laser, de théodolite ou aucun instrument moderne de topographie. Vous avez seulement des viseurs primitifs et, selon ce qu'on nous dit, des outils en cuivre. L'égyptologie officielle suggère la théorie du niveau d'eau. Supposément, les bâtisseurs ont creusé un réseau de canaux, les ont remplis d'eau et ont utilisé sa surface parfaitement plane comme référence. Cela semble ingénieux. Nous avons inséré cette hypothèse dans Axiom pour une simulation hydrodynamique et climatique. Le système a pris en compte la température moyenne sur le plateau de Gizeh, la vitesse du vent, l'ensoleillement et la porosité du calcaire. Le résultat détruit complètement cette belle théorie. Sur une zone aussi vaste, l'évaporation de l'eau se produirait de manière inégale, créant des erreurs de plusieurs centimètres par jour. Le moindre vent créerait des ondulations, faussant le niveau. Et l'eau s'infiltrerait inévitablement dans le calcaire poreux. La simulation d'Axiom montre que la probabilité d'atteindre la précision observée avec cette méthode est insignifiante. Les créateurs ont utilisé une méthode différente, beaucoup plus avancée, dont nous ne voyons pas les traces ou que nous ne parvenons pas à comprendre. Mais ce n'est que la fondation. Le véritable miracle commence quand nous regardons vers le haut. La Grande Pyramide est orientée vers les points cardinaux avec une précision phénoménale. Ses faces pointent vers le nord, le sud, l'est et l'ouest géographiques vrais. L'erreur est de seulement 3/60 de degré, l'équivalent de 3 minutes d'arc. C'est une précision que les bâtisseurs de cathédrales médiévales, avec les meilleures boussoles de leur temps, envieraient. La boussole, d'ailleurs, était inconnue dans l'Égypte antique et pointe vers le pôle magnétique, non le géographique. Comment ont-ils réussi cela? La théorie dit qu'ils ont observé les étoiles. Axiom a calculé l'erreur de cette méthode en considérant la réfraction atmosphérique. Le verdict fut décourageant. Même dans des conditions parfaites,
l'erreur serait d'au minimum un quart de degré, 5 fois supérieure à ce que nous voyons dans la réalité. Maintenant, passons des contours généraux aux blocs individuels. À l'origine, la pyramide était recouverte de 144 000 plaques de calcaire blanc, polies jusqu'à obtenir un éclat de miroir. Elles étaient ajustées de manière si serrée que la fente entre elles ne dépassait pas un demi-millimètre. La lame d'un couteau n'entre pas dans cet espace. La dimension de cela est difficile à comprendre. Ce que nous voyons là ressemble plus à l'ajustement de pièces en ingénierie mécanique de précision qu'à de la maçonnerie traditionnelle. Pour obtenir cela, chacune des 144 000 plaques devait avoir des faces parfaitement planes et des angles parfaitement droits. Comment cela a-t-il été fait avec des scies en cuivre et du sable? L'analyse d'Axiom a montré qu'il faudrait des siècles de polissage manuel pour chaque bloc individuellement. L'apogée de cette précision impossible est cachée à l'intérieur de la pyramide, dans ce qu'on appelle la chambre du roi. Les murs, le sol et le plafond sont faits de granit d'Assouan, l'un des minéraux les plus durs de la Terre, mais l'artefact principal est le sarcophage. Sculpté dans une seule pièce de granit de 3 tonnes, c'est un chef-d'œuvre technologique. Les surfaces internes sont parfaitement planes. Ces coins internes sont parfaitement droits, comme s'ils avaient été fraisés par une machine moderne à commande numérique. Mais comment? N'importe quel outil d'impact laisserait des coins arrondis et une surface irrégulière. Ce que nous voyons ici est autre chose. La découverte la plus impressionnante est venue de l'ingénieur Christopher Dunn. Il a trouvé à l'intérieur du sarcophage et sur d'autres artefacts en granit les marques de forage tubulaire. Le plus révélateur sont les rainures en spirale laissées par l'outil. L'analyse de ces rainures montre que le forêt pénétrait dans le granit à une vitesse des centaines de fois supérieure à celle possible avec un forage manuel. Axiom a calculé les paramètres physiques nécessaires. Pour couper du granit à cette vitesse, le forêt devrait tourner à très haute rotation sous une pression de plusieurs tonnes. Ce sont les spécifications d'une puissante machine industrielle, pas d'un homme faisant tourner un tube de cuivre. Les bâtisseurs de la pyramide maîtrisaient l'usinage de haute précision de roches super dures, il y a 4500 ans. Toute cette géométrie, toute cette précision n'est pas pour une tombe. Aucun pharaon n'exigerait ou même ne remarquerait cela. Les caractéristiques techniques pointent vers un instrument complexe déguisé en tombeau. Et cela nous mène à une nouvelle question. Si la pyramide n'était pas un tombeau, à quoi servait-elle? Jusqu'à présent, notre voyage nous a montré que la Grande Pyramide n'aurait pas pu être construite avec la force et les outils de l'âge du bronze. Les mathématiques ont démenti la logistique. L'ingénierie a révélé une précision qui frôle le surnaturel. Nous nous trouvons face à une œuvre qui semble avoir été guidée par une intelligence bien supérieure. Mais tout projet de cette ampleur commence par un plan directeur. Et si la précision que nous avons vue dans la roche, dans les coupes et dans les angles, n'était qu'un reflet d'une précision encore plus grande, gravée non pas dans le sol, mais directement dans le ciel. Le complexe de Gizeh va bien au-delà d'un ensemble de tombeaux. C'est une carte figée dans la pierre qui pointe vers un lieu spécifique, et plus incroyable encore, vers un temps spécifique dans un passé si lointain qu'il défie l'histoire elle-même. L'énigme évolue d'un travail impossible à une carte impossible. Le code dans les étoiles. À première vue, la disposition des 3 grandes pyramides sur le plateau de Gizeh semble étrange. Les 2 plus grandes, celles de Khéops et Khéphren, sont presque alignées. Mais la 3e, celle de Mykérinos, est plus petite et visiblement décalée sur le côté. Pourquoi? Pourquoi briser une symétrie presque parfaite? Pendant des décennies, les égyptologues ont blâmé le terrain ou le caprice d'un pharaon. Ils cherchèrent la réponse sur Terre alors qu'ils avaient juste besoin de lever les yeux. En 1994, le chercheur Robert Bauval a proposé une hypothèse qui a changé à jamais notre vision de Gizeh. Il a suggéré que l'emplacement des 3 pyramides réplique exactement la position des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Nous avons inséré cette théorie, connue sous le nom de théorie de la corrélation d'Orion, dans notre système Axiom pour une vérification impartiale. Le système a superposé la carte de Gizeh à la carte du ciel nocturne. Le résultat fut ahurissant. La correspondance était parfaite. La plus grande pyramide, celle de Khéops, correspond à l'étoile la plus brillante, Al-Nitak. La seconde
de Képhren à l'étoile centrale, Alnilam. Et la plus petite et décalée, celle de Mykérinos, correspond avec précision à la troisième et moins brillante étoile, Mintaka. Le désalignement qui semblait être une erreur était en vérité un acte de génie, reproduisant le modèle céleste avec une fidélité absolue. Axiome a calculé la probabilité que cela soit une coïncidence. La chance d'une correspondance à de multiples niveaux comme celle-ci, position et brillance relatives, soit un hasard, est inférieure à 1 sur 1 million. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un projet. Mais la partie la plus choquante était encore à venir. La carte du ciel n'est pas statique. En raison d'un phénomène appelé précession des équinoxes, l'axe de la Terre oscille lentement, comme une toupie géante, complétant un cycle tous les 25 920 ans. Cette oscillation change la position apparente des étoiles au fil des millénaires. La corrélation entre les pyramides et Orion à l'époque de Khéops, vers 2500 avant Jésus-Christ, était bonne, mais elle n'était pas parfaite. Robert Bauval s'est demandé: a-t-il existé un moment dans le passé où la correspondance fut absolue? Pour attester cela, une simulation astronomique a été lancée pour remonter le temps à la recherche du point d'alignement parfait. Le système a commencé à rembobiner les millénaires, 3000 ans avant Jésus-Christ, 4000, 5000. L'image devenait de plus en plus précise, et alors, à la marque de 10 500 avant Jésus-Christ, la simulation s'est arrêtée. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, les étoiles de la ceinture d'Orion occupaient dans le ciel une position qui dupliquait, avec une précision mathématique, le plan des pyramides sur Terre. 10 500 avant Jésus-Christ, 12 500 ans avant nous. Cette date représente un défi profond pour la chronologie historique traditionnellement acceptée. Selon la chronologie acceptée, à cette époque, il n'y avait pas de civilisation. C'était l'âge de pierre, un temps de chasseurs-cueilleurs vivant dans des cavernes. Et on nous demande de croire que, dans cette période précise, quelqu'un a développé le plan directeur pour la structure la plus sophistiquée de la planète, en y codifiant des données astronomiques d'une complexité extrême. La carte, en vérité, est encore plus grande. Le fleuve Nil coule à côté du plateau de Gizeh, tout comme la bande brillante de la Voie lactée passe à côté de la constellation d'Orion dans le ciel. Axiome a comparé la géographie du Nil avec la projection de la Voie lactée et à nouveau a trouvé une corrélation indéniable. Le complexe de Gizeh est un modèle tridimensionnel d'une portion de notre ciel, les pyramides étant Orion et le Nil étant la Voie lactée. Et cette carte pointe vers une date, 10 500 avant Jésus-Christ. Comment concilier cela avec les preuves qui pointent réellement vers l'époque des pharaons? Le mystère s'approfondit avec ce que l'on appelle les conduits d'aération. Nous savons qu'ils ne sont pas pour l'aération, ce sont des visées astronomiques, et elles pointent vers des étoiles spécifiques, comme Orion et Sirius, dans leurs positions exactes dans le ciel, vers 2500 avant Jésus-Christ. C'est comme une plaque de fabrication, avec la date d'assemblage. Donc nous avons un plan directeur daté de 10 500 avant Jésus-Christ et une date de mise en service de 2500 avant Jésus-Christ, un intervalle de 8000 ans entre la conception et l'exécution. Qu'est-ce que cela signifie? Axiome propose un modèle logique unique, où le projet aurait été créé par une civilisation hautement avancée au 11e millénaire avant Jésus-Christ. 8000 ans plus tard, les pharaons d'Égypte trouvèrent ces structures. Peut-être les ont-ils terminées ou rénovées et se sont appropriés leur gloire. Khéops n'était pas l'architecte, il fut tout au plus le dernier maître d'œuvre. La question est maintenant autre. Si ces concepteurs possédaient une telle connaissance astronomique, quel type de technologie utilisaient-ils dans leur quotidien? Les indices sont partout, cachés à la vue de tous. Ils parlent d'un pouvoir que l'histoire officielle insiste pour ignorer. Notre enquête nous a conduit jusqu'ici à une conclusion inévitable. Derrière le complexe de Gizeh, il existe une intelligence avec une maîtrise stupéfiante des mathématiques, de l'ingénierie et de l'astronomie. Nous avons vu que le travail était logistiquement impossible. La précision était surhumaine, et le plan directeur était écrit dans les étoiles, pointant vers une antiquité impensable. Mais la connaissance, aussi avancée soit-elle, est inerte, sans les outils pour l'appliquer. S'ils pouvaient concevoir avec une telle perfection, ils avaient besoin d'outils pour matérialiser cette perfection.
S'ils pouvaient calculer des cycles stellaires de 26 000 ans, leur technologie allait bien au-delà des ciseaux en cuivre et des cordes en fibres végétales. Où sont ces technologies? Où sont les machines, les sources d'énergie, les équipements? Les archéologues haussent les épaules et insistent sur le fait qu'ils ne trouvent rien d'autre que des artefacts primitifs. Mais et si nous cherchions de la mauvaise manière? Et si les preuves avaient toujours été devant nous, mais que nous ne parvenions pas à les reconnaître, cachées à la vue de tous, déguisées en objets rituels, catalogués par erreur comme des symboles mythologiques? L'heure est venue de lever le voile qui couvre ces témoins silencieux, les artefacts d'une technologie perdue. Commençons par une question simple. Comment les anciens Égyptiens éclairaient-ils les chambres profondes de leurs tombes et temples? Beaucoup de ces espaces s'étendent sur des dizaines de mètres, à l'intérieur de la roche solide, où règne l'obscurité la plus absolue. Les murs et plafonds de ces lieux sont couverts de peintures délicates et de hiéroglyphes complexes. Pour réaliser un travail aussi détaillé, une source de lumière brillante et stable est nécessaire. La réponse officielle est qu'ils utilisaient des torches et des lampes à huile. Mais cette réponse cache une contradiction colossale. N'importe quelle flamme ouverte produit de la suie, une couche noire et grasse qui se dépose inévitablement sur les murs et principalement au plafond. Pourtant, les plafonds des tombes de la vallée des rois sont immaculés. Il n'y a pas une seule trace de suie. Des décennies de théories, comme celle de l'utilisation de miroirs pour réfléchir la lumière solaire, ont été renversées par des expériences pratiques. La lumière perd 99% de son intensité après quelques virages dans des couloirs étroits. Alors, quelle lumière utilisait-il? La réponse pourrait être gravée sur les murs du mystérieux temple d'Hathor, à Dendera. Dans une crypte souterraine, nous trouvons un bas-relief différent de tout ce qui existe dans l'art égyptien. Nous voyons des figures humaines tenant des objets énormes en forme de poire. À l'intérieur de chaque objet, une ligne ondulée, semblable à un serpent, s'étend d'un bout à l'autre. La base de ces objets repose sur un support en forme de fleur de lotus, d'où sort un câble épais qui mène à une sorte de boîte. L'égyptologie nous offre une explication symbolique. C'est un mythe de la création. Mais regardons cette image avec les yeux d'un ingénieur. L'objet en forme de poire est un bulbe de verre sous vide partiel. Le serpent interne représente, en vérité, une décharge électrique, un filament de plasma. La fleur de lotus à la base est un socle, un isolateur électrique. Le câble épais est un câble d'alimentation et la boîte est la source d'énergie. L'élément le plus révélateur est le pilier qui soutient tout, connu sous le nom de pilier Djed, officiellement un symbole de stabilité. Mais sa forme, une série d'isolateurs sur une tige, est identique au design d'un isolateur haute tension du XIXe siècle. Axiom a comparé le relief de Dendera avec des diagrammes de dispositifs électriques et a trouvé une ressemblance presque parfaite avec les premières lampes à décharge de gaz, comme le tube de Crookes, une source de lumière froide qui ne produit pas de suie et est idéale pour les travaux dans des espaces confinés. Se pourrait-il que ce que nous voyons à Dendera soit plus qu'un mythe? Cela pourrait-il être un manuel technique? L'image suggère une connaissance sur quelque chose de semblable à la lumière électrique. S'ils ont maîtrisé la lumière, qu'en est-il de l'air? En 1898, dans une tombe à Saqqara, fut trouvé un petit objet en bois. Pendant des décennies, il est resté gardé au musée du Caire, étiqueté comme un oiseau jouet. Mais il n'a ni pattes ni plumes. Ses ailes possèdent un profil aérodynamique clair, conçu pour créer de la portance. Et le plus important, sa queue est verticale, comme la gouverne d'un avion, non horizontale comme celle d'un oiseau. Un stabilisateur vertical sert à donner une stabilité directionnelle en vol, un concept purement aéronautique. Nous avons créé un modèle tridimensionnel exact de l'oiseau de Saqqara et nous l'avons inséré dans Axiom pour une simulation en soufflerie numérique. La conclusion fut choquante. L'objet est un modèle hautement efficace d'un planeur, avec des caractéristiques de vol idéales. La queue verticale élimine l'hypothèse du jouet. C'est le modèle technique d'un aéronef. Pour la lumière et pour le vol, il faut de l'énergie. Et ici, nous trouvons une autre pièce du puzzle, dans l'ancienne Mésopotamie, la pile de Bagdad, un vase en argile avec un cylindre de cuivre et une tige de fer datée d'environ 200 ans avant Jésus-Christ. Lorsqu'il est rempli d'une solution acide, comme du jus de raisin, il produit un courant électrique.
C'est un fait prouvé. Ils connaissaient les principes de la génération d'énergie galvanique. Axiome a analysé la probabilité que la lampe, le planeur et la pile soient des coïncidences isolées. La chance est statistiquement nulle. Le système voit une connexion claire. Ce sont des fragments de la même tapisserie technologique perdue. Une technologie basée sur l'électricité qui expliquerait comment ils coupaient et percèrent le granit avec la précision que nous avons vue plus tôt. Non avec du cuivre, mais peut-être avec des outils à ultrasons ou des forêts de haute puissance. L'électricité était la clé, et la lampe de Dendera est la prise qu'ils ont laissée sur le mur de l'histoire. Nous avons trouvé les traces. À Dendera, l'image d'une lumière qui ne génère pas de fumée. À Saqqara, le modèle d'une machine volante. À Bagdad, l'étincelle d'une batterie chimique. Des fragments d'une technologie oubliée cachée au cœur de l'Égypte. Jusqu'à présent, notre enquête s'est concentrée sur la vallée du Nil, et en cela réside un grand piège pour notre compréhension. Nous courons le risque de voir tout cela comme un miracle isolé, un phénomène inexplicable qui est né et mort dans les sables du désert. Mais et si le plateau de Gizeh n'était pas l'épicentre, mais seulement l'une des capitales? Et si la pyramide n'était pas une œuvre unique, mais seulement le nœud le plus célèbre d'un réseau planétaire de construction mégalithique érigé par la même main? Pour comprendre le tableau complet, nous devons étendre la carte de notre recherche. Nous laissons l'Égypte derrière nous et embarquons pour un voyage vers les lieux les plus énigmatiques de la planète. Nous chercherons la même signature technologique, le même génie de l'ingénierie, la même précision impossible. Nous allons réunir les preuves de l'existence d'un projet unique et global, la signature d'un projet global. Notre premier arrêt, les hauteurs vertigineuses des Andes, en Bolivie. Ici, à presque 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans l'air raréfié, où même respirer est difficile, gisent les ruines de Pumapunku. La science officielle les attribue à la culture Tiahuanaco, vers le VIe siècle de notre ère. Mais ce que nous voyons ici n'a aucune relation avec la technologie des peuples andins. Nous voyons les restes d'une construction modulaire, comme un jeu de construction géant qui a été démonté. Le matériau est de l'andésite et de la diorite, des roches volcaniques extrêmement dures, presque aussi résistantes que le diamant. Des outils en bronze sont inutiles contre elles. Pourtant, le site est couvert de blocs gigantesques aux formes géométriques parfaites, des surfaces polies comme des miroirs et des angles de 90 degrés si précis qu'ils semblent coupés au laser. Le plus impressionnant, ce sont les 10 blocs en H. Des dizaines de pièces identiques, standardisées, avec un design complexe de multiples encoches, rainures et perforations. Elles semblent être sorties de la chaîne de montage d'une usine de haute technologie. Axiome a analysé des scans tridimensionnels de ces blocs. Le système a confirmé. L'écart de taille entre différentes pièces est inférieur à une fraction de millimètre. C'est de la production de masses de composants standardisés. L'analyse des trous a révélé des marques de forage à grande vitesse. La technologie derrière Pumapunku affiche la même signature d'ingénierie avancée que nous avons vue dans les boîtes de granit d'Égypte. C'est le premier point sur notre carte globale. Maintenant, allons plus au nord, au Pérou, près de la légendaire ville de Cusco. Là s'élèvent les murailles de Sacsayhuaman, 3 rangées de murs cyclopéens construits avec des blocs de calcaire pesant entre 100 et 200 tonnes. Certains dépassent les 360 tonnes. Mais ce n'est pas le poids qui choque, c'est la méthode. C'est ce qu'on appelle la maçonnerie polygonale. Les blocs ne sont pas rectangulaires. Chacun est un polygone unique, ayant jusqu'à 12 côtés ou plus. Et ces roches asymétriques et immenses sont emboîtées les unes dans les autres sans aucun type de mortier, avec une précision si absurde qu'on ne peut insérer la lame d'un couteau entre elles. Comment? Comment donner une forme si complexe à un bloc de 200 tonnes et ensuite l'emboîter parfaitement dans ses voisins, comme les pièces d'un casse-tête tridimensionnel? Axiome a simulé le processus et a conclu que la méthode d'essai et erreur serait logistiquement absurde. La seule explication est une technologie capable de ramollir la pierre, ou de la scanner, et de la couper avec perfection dès la première tentative. Et voici le fait crucial. Au sommet de ces murs mégalithiques, les Incas, arrivés bien plus tard, ont construit leur propre structure, avec de petites pierres irrégulières unies par de la boue. Ils ont trouvé ces murailles, les ont admirées comme l'œuvre des dieux,
mais ne pouvaient répliquer la technologie. C'est exactement le même scénario qu'en Égypte. Une civilisation postérieure s'appropriant l'héritage d'une autre beaucoup plus ancienne et avancée. La signature est la même. Nous traversons le plus grand océan de la planète et arrivons en Micronésie, dans la cité perdue de Nan Madol, un archipel de près de 100 îles artificielles construites sur un récif de corail, faites de gigantesques blocs de basalte pesant jusqu'à 50 tonnes. Le poids total du matériau dépasse les 700 000 tonnes. Le paradoxe est que sur l'île voisine, il n'y a pas de basalte en telle quantité, ni de population suffisante, ni de bois pour des radeaux, ni de technologie pour un tel exploit. Les légendes locales parlent de magie, de pierres qui volaient dans les airs. Nous écartons la magie et interrogeons Axiom sur la logistique. La réponse a montré que le projet serait irréalisable avec des technologies primitives. Les légendes sur les pierres volantes sont la seule façon qu'un esprit primitif aurait de décrire une technologie qu'il ne comprenait pas, que ce soit la lévitation sonique ou des véhicules de transport avancés. Puma Punku, Sacsayhuaman, Nan Madol. Axiom a analysé les marqueurs technologiques de ces lieux et d'autres, comme Baalbek au Liban et Göbekli Tepe en Turquie. Le verdict est sans appel. La probabilité que des dizaines de cultures isolées aient, de manière indépendante, inventé puis oublié le même ensemble de super-technologies est nulle. Et cela nous amène à considérer la possibilité de l'existence d'une civilisation globale dans la préhistoire. Nous voyons leurs œuvres, mais nous ne les voyons pas, eux. Où sont-ils? Cette question nous amène à chercher des réponses non plus dans la pierre, mais dans la mémoire la plus ancienne de l'humanité elle-même. Jusqu'à présent, nous avons agi comme des ingénieurs et des géologues. Nous avons pesé les pierres, mesuré les angles, analysé les traces de machines impossibles, réuni des preuves irréfutables d'une civilisation préhistorique avec une signature technologique éparpillée sur toute la planète. De Puma Punku à l'Égypte, de Baalbek à Nan Madol. Nous voyons leurs œuvres, grandioses, silencieuses, incompréhensibles, mais nous ne voyons pas leur visage. Qui étaient-ils, ces architectes du monde? D'où venaient-ils et où sont-ils allés? Les preuves matérielles nous ont menés dans une impasse. La pierre garde le secret de comment elle a été coupée, mais ne révèle pas le nom de celui qui l'a coupée. Par conséquent, aujourd'hui, nous sommes forcés de recourir à une archive différente, une archive non matérielle. La seule bibliothèque qui a survécu au déluge et aux ères glaciaires, la mémoire collective de l'humanité. Nous allons plonger dans le monde des légendes les plus anciennes, des mythes et des textes sacrés. Nous n'y chercherons pas des métaphores poétiques, mais des chroniques historiques codifiées, parce que toute légende, au fond, contient un écho de la vérité. Et aujourd'hui, nous allons explorer comment ces échos venus de tous les coins de la Terre semblent pointer vers la même possibilité choquante. Aujourd'hui, nous sommes forcés de recourir à une archive différente. Le murmure des mythes universels. Notre quête commence au berceau de la civilisation, en Mésopotamie. Les anciens Sumériens nous ont laissé des milliers de tablettes d'argile et presque toutes affirment la même chose. Elles disent que la connaissance, la civilisation, l'agriculture, l'écriture, les lois et l'astronomie n'ont pas été des inventions humaines. C'était un cadeau d'être venu des cieux. Les Sumériens les appelaient Anunnakis, ce qui se traduit littéralement par « ceux qui du ciel sont venus sur terre ». Les textes décrivent leur arrivée dans un passé profond, quand l'humanité était encore sauvage. Ils n'étaient pas des esprits éthérés ou des dieux allégoriques. Ils étaient décrits comme des êtres de chair et d'os qui mangeaient, buvaient, construisaient et faisaient même la guerre. Nous avons inséré les principaux textes sumériens dans Axiom pour une analyse sémantique, filtrant la mythologie pour extraire le noyau de l'information originale. Le système a détecté des marqueurs technologiques récurrents. Les textes mentionnent leurs barques célestes ou navires brillants. Ils décrivent leurs armes qui produisaient un éclat comme celui de l'éclair et réduisaient les ennemis en poussière. Ils mentionnent des outils avec lesquels ils coupèrent les montagnes comme si c'était du fromage. Ce n'est pas le langage du mythe, c'est le langage d'un homme primitif essayant de décrire la haute technologie. Une barque céleste est un aéronef. Une arme comme l'éclair est une arme à énergie. Les outils qui coupent des montagnes sont les mêmes machines dont nous avons trouvé les traces à Gizeh et à Puma Punku. Maintenant,
Voyageons vers l'Amérique centrale. La principale divinité des Mayas et des Aztèques était Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Les légendes disent qu'il est arrivé de la mer dans un bateau qui se déplaçait sans rame. C'était un homme à la peau claire et barbu qui a enseigné l'astronomie, les mathématiques et l'architecture aux tribus. En haut des Andes, nous trouvons une histoire presque identique. Le dieu civilisateur Viracocha, également décrit comme grand, à la peau claire et barbu. Les légendes disent que c'est lui qui a construit les structures cyclopéennes de Tiahuanaco et Pumapunku en une seule nuit, utilisant le pouvoir du son pour déplacer les pierres. Après sa mission, il est parti sur les eaux du Pacifique, promettant de revenir. Nous avons donné à Axiom la tâche de comparer les mythés de dieux civilisateurs du monde entier. Le système a traité plus de 500 légendes des 5 continents. Le résultat fut écrasant. Malgré les énormes différences culturelles, une même narration se répète dans presque 80% des cas. Elle implique toujours 5 éléments. Elle commence par des dieux arrivant du ciel ou de la mer avec une apparence distincte. Ils apportent des connaissances transformatrices et érigent des structures mégalithiques. Pour finir, ils partent en promettant de revenir. Des Anunnakis sumériens et du dieu égyptien, Thoth au Viracocha péruvien et au titan grec, nous entendons la même histoire racontée dans des langues différentes. Axiom a conclu « La probabilité que des dizaines de cultures isolées aient inventé par hasard le même archétype complexe est nulle. Serait-ce une coïncidence ou le reflet d'un événement réel et global? Peut-être que nos ancêtres ont été témoins de quelque chose que nous appelons aujourd'hui le paléocontact. Ils ont connu les représentants d'une civilisation plus avancée. Maintenant, les deux flux de preuves, le matériel et l'immatériel, se rencontrent. Les Anunnakis, Viracocha, les Sept Sages sont des noms différents pour le même groupe. Ils sont arrivés sur Terre avec un but. Ils possédaient des technologies qui, aux yeux de l'homme primitif, ressemblaient à de la magie. Ils ont créé le réseau global de structures que nous appelons mégalithiques. Ils nous ont donné l'impulsion initiale et ensuite, pour une raison quelconque, et s'ils étaient un écho déformé par le temps, de l'un des événements les plus importants de l'histoire de notre espèce. Mais cela soulève la question finale et la plus profonde. Pourquoi? Quel était l'objectif de tout ce travail titanesque? Cela nous force à poser la question finale. Si ce n'étaient pas des tombeaux ou des temples pour les dieux, seraient-ce alors des machines des dieux? Pour répondre, nous devons laisser les mythes et embrasser la physique. Pour cela, nous devons démanteler l'histoire officielle. Nous avons déchiffré une carte stellaire gravée sur la Terre. Nous avons trouvé les empreintes digitales d'une technologie avancée et entendu l'écho d'un contact ancestral dans les mythes de tous les peuples. Nous sommes arrivés à la conclusion que les mégalithes de notre monde sont l'héritage d'une civilisation globale, probablement d'origine externe. Mais la question fondamentale persiste. Qu'est-ce qu'un projet colossal? Pour répondre, nous devons arrêter de voir ces structures comme des monuments morts et commencer à les voir comme ce qu'elles sont probablement. Des machines, des dispositifs fonctionnels. Aujourd'hui, nous laissons de côté l'archéologie et la mythologie pour parler le langage de la physique, le réseau d'énergie planétaire. Le premier indice est dans le matériau. Les chambres internes de la Grande Pyramide sont faites de granit d'Assouan. Pourquoi du granit et non le calcaire abondant? La science officielle dit que c'était pour être beau et durable. C'est la réponse de qui ne veut pas voir. Dans un dispositif de haute technologie, le choix du matériau est dicté par la fonction. Axiom a analysé la composition du granit d'Assouan. Elle a immédiatement souligné son composant principal. Plus de 55% est du quartz cristallin. Le quartz a une propriété unique appelée effet piézoélectrique. Lorsqu'il est comprimé ou soumis à une vibration, il génère une charge électrique. Et l'inverse est aussi vrai. Maintenant, imaginez la chambre du roi. Des dizaines de tonnes de granit riche en quartz, sous la pression de millions de tonnes de pierre au-dessus. Et si cette pression faisait partie du projet? Et si la Terre elle-même était la source de vibration? Notre planète vibre constamment à des fréquences très basses. C'est son pouls naturel. Axiom a simulé ce qui se passerait si la chambre était un résonateur géant accordé au pouls de la Terre. Le résultat fut une image incroyable. Les vibrations de la croûte terrestre amplifiées par la masse de la pyramide feraient vibrer le quartz dans le granit à l'unisson. Par l'effet piézoélectrique,
cette vibration mécanique serait convertie en énergie électrique. Cela transforme la chambre du roi en cœur d'une usine géomécanique. Mais où allait cette énergie? La pyramide est construite avec deux types de calcaire. Le revêtement externe, poli, était un excellent isolant électrique. Les blocs internes, plus poreux et à haute teneur en magnésium, avaient des propriétés de semi-conducteurs. La pyramide entière fonctionnait comme un gigantesque condensateur, un générateur de granit au centre, une couche semi-conductrice autour et une coque isolante à l'extérieur. Les conduits d'aération, parfaitement droits, n'étaient pas pour l'air. C'étaient des guides d'ondes qui canalisaient l'énergie générée vers le sommet. La pyramide était couronnée par une pièce d'électrum, un alliage d'or et d'argent, avec les semi-conducteurs qui existent. La pyramide n'était pas seulement une usine, c'était un transmetteur d'énergie sans fil à l'échelle planétaire. Et cela nous ramène à notre carte globale. Axiom a analysé l'emplacement des principaux sites mégalithiques du monde, non par la géographie, mais par la géophysique. Une vérité choquante a émergé. Gizeh, Stonehenge, Machu Picchu, l'île de Pâques. Aucun d'eux n'est situé au hasard. Ils sont positionnés sur des points uniques, sur des failles tectoniques, sur des nœuds du réseau géomagnétique de la Terre, ou sur des dépôts de quartz. Leur emplacement a été choisi avec le même critère que nous utilisons aujourd'hui pour construire des centrales électriques. Toutes ces structures sont des composants d'un réseau énergétique unique qui enveloppait la planète, capable d'extraire, de convertir et de transmettre l'énergie de la Terre elle-même. Nous regardons les restes d'un ancien réseau électrique qui alimentait la civilisation des dieux. Un réseau propre et puissant, bien au-delà du nôtre. Cela explique tout. Le choix des matériaux, la structure interne, l'emplacement précis. Mais cela nous mène aussi à la question la plus sombre de toutes. Ils possédaient un tel pouvoir, pourquoi ont-ils disparu? Qu'est-ce qui pourrait détruire ceux qui contrôlaient l'énergie de la planète? Serait-ce une catastrophe, une guerre ou un départ délibéré? Des légendes comme celle de l'Atlantide, qui parlent d'un cataclysme causé par l'utilisation abusive de cristaux d'énergie, peuvent être une mémoire déformée d'une défaillance catastrophique dans ce réseau. Un événement qui a plongé le monde dans une période d'oubli, une amnésie globale, dont l'humanité commence à peine à s'éveiller. Notre enquête se termine ici. Nous avons commencé avec un tas de pierres dans le désert et sommes arrivés aux origines de la conscience elle-même. Nous avons prouvé que notre histoire n'est pas une ligne droite de progrès, mais un drame à l'échelle cosmique avec des actes de création, de gloire, de destruction et d'oubli. Nous vivons dans l'entracte. Ce qui vient ensuite dépend de nous. L'héritage des bâtisseurs n'est pas une technologie, mais un choix. Le choix entre nous en tenir à la narration familière ou oser explorer une perspective qui peut tout changer. Ils nous ont laissé une carte des étoiles gravée dans la pierre. Mais le chemin vers ces étoiles, nous devrons le construire par nous-mêmes. Le travail d'Axiom est terminé, mais votre travail, le travail d'assimiler cette vérité, ne fait que commencer. Pensez, analysez et regardez le monde avec de nouveaux yeux. Parce que maintenant, vous savez, si cette enquête vous a plu, votre abonnement à la chaîne nous aide à développer le projet de recherche Axiom. Nous serions ravis de lire votre réflexion sur le sujet de la vidéo dans les commentaires et votre suggestion pour le prochain thème à aborder. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.